Mourinho, Florentino et la carte blanche, la révolution qui va tout changer. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, abonne-toi si tu veux des analyses sans langue de bois sur le football de haut niveau et dis-moi en commentaire, parmi les 3 joueurs que l'entraîneur veut faire sortir, est-ce qu'il y en a un avec lequel tu n'es pas d'accord? L'entraîneur portugais a posé 6 noms sur la table du président avant même de diriger son premier entraînement au club madrilène. 3 pour faire partir, 3 pour faire venir. Et le dirigeant du club le plus grand du monde lui a dit oui à tout. Carte blanche totale, sans condition, sans négociation, sans compromis. Ce que l'entraîneur dit, ça se fait, et la première chose qu'il a dite, c'est que la star française ne fait pas partie du projet qu'il va construire au stade madrilène. Sinon, 6 mouvements, une révolution qui va changer ce club de fond en comble. Et dans cette vidéo, je vais tout te raconter, les départs, les arrivées, les chiffres réels et surtout les raisons profondes qui n'apparaissent dans aucun communiqué officiel. Reste jusqu'au bout parce que le 6e nom, celui qui vient fermer cette révolution du côté défensif, c'est celui que personne dans la presse sportive espagnole n'a encore associé au club et c'est à mon sens la pièce la plus intelligente de tout le marché que cet entraîneur a conçu. Mais avant d'y arriver, il faut comprendre comment on en est arrivé là. Parce que cette histoire ne commence pas avec un fichier de recrutement ni avec une conférence de presse. Elle commence avec une conversation privée entre l'entraîneur et le président dans laquelle le nouvel arrivant a dit des choses que peu de gens avant lui avaient osé dire dans ce bureau. Il a dit au président avec toutes les lettres que l'équipe telle qu'elle est construite n'est pas faite pour gagner ce que ce club veut gagner, et il a posé 3 conditions non négociables pour accepter le poste. 3 joueurs à faire partir, 3 profils à recruter. Le président, qui a suffisamment d'expérience dans ce milieu pour reconnaître quelqu'un qui parle sérieusement, a compris que son nouvel entraîneur ne bluffait pas et il a signé la carte blanche. Voilà ce qui se cache derrière ce marché. Ce n'est pas une restructuration planifiée depuis des mois par des directeurs sportifs. C'est la volonté d'un entraîneur qui arrive avec une idée très claire de ce qu'il veut et avec l'autorité suffisante pour l'imposer dès le premier jour. Il n'est pas venu gérer ce qu'il avait. Il est venu le démolir et construire quelque chose de nouveau sur les décombres. Et le premier de ces décombres a un nom, un prénom et plusieurs millions d'euros de salaire annuel. Mais pour vraiment comprendre pourquoi ces 6 mouvements ont du sens, il faut d'abord comprendre dans quel état se trouvait ce club. Et l'état n'était pas bon. Pas dans le sens catastrophiste de ceux qui trouvent toujours une raison de se plaindre, dans le sens des faits, des chiffres, des choses que tout le monde a vues de ses propres yeux et qu'on a trop longtemps essayé d'expliquer avec des excuses de moins en moins convaincantes. Commençons par le chiffre qui fait le plus mal. Le club possède sur le papier l'un des effectifs les plus talentueux du monde et pourtant il a été l'une des équipes les plus irrégulières d'Europe dans les moments importants. Dans les phases décisives de la Ligue des Champions, dans les matchs retour, dans les nuits où le stade a besoin de voir son équipe grandir quand la pression est maximale. S'effondre. Il dépend de miracles, d'individualités isolées, de soirées d'inspiration qui ne répondent à aucun système collectif et à aucune idée commune. Dans un club qui vit pour les Coupes d'Europe, c'est un problème structurel. Et ce problème ne se résout pas avec un changement d'entraîneur de profil bas. Le salaire moyen de l'effectif madrilène pendant cette période est le plus élevé de toute l'histoire du club. La star française perçoit plusieurs millions d'euros par an. Les salaires du club dans leur ensemble rivalisent avec n'importe quelle autre équipe européenne. Et avec cette dépense colossale en talent individuel, l'équipe a été incapable de développer une identité claire, un style reconnaissable, une façon de jouer que les adversaires redoutent avant que le match commence. L'argent était là. Le talent sur le papier aussi, mais quelque chose ne fonctionnait pas et ce quelque chose n'était pas sur le terrain, il était dans le vestiaire. Les informations qui ont filtré autour du club pendant les derniers mois décrivent un vestiaire fracturé, pas au sens des bagarres ouvertes ou des scènes dans le couloir. Fracturé dans le sens le plus silencieux et le plus dangereux, les groupes, les joueurs qui font leur chemin seuls. L'absence d'un leadership collectif capable de mettre l'équipe au-dessus de n'importe quel nom propre. Un vestiaire où certains joueurs ont remis en question des choix tactiques ouvertement, où la responsabilité des mauvais résultats trouvait toujours un chemin vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur. Ce type de dynamique ne se voit pas dans les statistiques, mais elle se ressent sur le terrain. Elle se ressent dans la façon dont une équipe réagit quand elle est en train de perdre, dans la façon dont un groupe répond quand le match se complique et que quelqu'un doit faire un pas en avant. Et le club, trop souvent ces 2 dernières années, a attendu ce pas en avant et il n'est pas venu, ou il est arrivé trop tard ou de qui on l'attendait le moins. L'entraîneur a vu ce schéma dès sa première analyse de l'effectif. Il l'a vu dans les vidéos, il l'a confirmé dans les conversations avec des gens proches du club et il est arrivé à une conclusion qui pour lui ne souffre aucun débat.
Le problème de ce club n'est pas tactique, pas physique, pas lié au modèle de jeu. Le problème est un problème de caractère, de culture, de vestiaire, de joueurs qui se sentent plus grands que l'institution qu'ils représentent. Et pour ce problème, l'entraîneur n'a qu'une seule solution, celle qu'il a toujours appliquée dans chaque club où il a gagné quelque chose d'important. Identifier ceux qui ne cadrent pas, les désigner sans ménagement et les faire sortir avant que le poison se répande. Si ce type d'analyste parle, c'est le moment d'appuyer sur le bouton d'abonnement et de laisser un like. C'est la meilleure façon de soutenir le canal et de m'aider à continuer à te proposer ce contenu. Le premier renfort, c'est tout ce que la star française n'a pas été en termes d'attitude collective. Il presse depuis les premières lignes. Il court quand il n'a pas le ballon. Il fait le travail invisible qu'aucune star de son niveau ne veut faire et qui est absolument fondamental pour le football que l'entraîneur veut construire. Et les buts, pas besoin de les expliquer. Il n'existe pas de défense dans le monde qui ait trouvé une façon cohérente de l'arrêter dans la surface. L'amener dans ce club avec le système de l'entraîneur derrière, c'est une combinaison qui fait trembler n'importe quel rival européen avant même que le match commence. Deuxième mouvement, le second renfort. Le second renfort sort. Je sais qu'une partie des supporters va froncer les sourcils à ce nom. Ce joueur n'est pas problématique au sens où l'était la star française. Il ne génère pas de conflit. Il ne remet pas en question l'entraîneur en public. Il ne cherche pas à avoir de l'influence là où ça ne lui appartient pas. C'est un professionnel correct dans le sens le plus littéral du terme. Mais l'entraîneur ne cherche pas seulement des professionnels corrects au poste de pivot de l'équipe la plus grande du monde. Il cherche le meilleur du monde à ce poste. Et ce joueur, avec tout le respect qu'il mérite, n'est pas à ce niveau-là. Il n'a pas la lecture du jeu qu'exige ce poste dans les grands matchs. Il n'a pas la capacité d'interception dans les moments critiques. Il n'a pas le leadership que nécessite le pivot d'une équipe qui veut gagner la Ligue des Champions. Le club demande plusieurs dizaines de millions d'euros pour lui, une somme qui va directement financer l'arrivée la plus importante du marché en termes de profil, le grand milieu de terrain espagnol, Ballon d'Or, le cerveau qui a guidé l'Espagne vers le titre européen. Le joueur que son ancien entraîneur décrit en public depuis des années comme le plus important de son système. Et ceux qui connaissent cet entraîneur savent qu'il ne dit ça de personne. Ce joueur dans le pivot du club madrilène, c'est une déclaration d'intention qui va bien au-delà d'un simple recrutement. C'est l'entraîneur qui dit au monde que cette équipe sera une formation qui contrôle, qui domine, qui dicte le rythme des matchs depuis le milieu de terrain au lieu de dépendre de l'inspiration individuelle de ses stars. Troisième mouvement, et celui-là va diviser les supporters, le grand milieu anglais sort. Je sais, c'est le coup le plus dur des trois pour une partie importante du public. Ce joueur est arrivé au club il y a 2 saisons pour une somme considérable avec l'étiquette de futur capitaine pour la prochaine décennie. Un joueur aux qualités physiques et techniques extraordinaires, avec du charisme, avec cette capacité d'apparaître dans les moments importants que très peu de footballeurs dans le monde possèdent. Mais l'entraîneur a vu chez lui quelque chose qui l'inquiète davantage que n'importe quelle statistique de rendement. Il a vu les premiers symptômes d'un schéma de comportement qu'il connaît parfaitement, un joueur qui, à mesure que sa renommée grandit, adopte des attitudes incompatibles avec ce qu'un vestiaire gagnant exige. Remise en question des décisions tactiques. Recherche de la cause des mauvais résultats toujours à l'extérieur de lui-même. Une mentalité qui commence à ressembler de trop près à celle d'autres joueurs passés par ce club en croyant être plus grand que l'institution. L'entraîneur a décidé de couper maintenant, pendant que la valeur marchande de ce joueur est encore haute. Le club en demande une somme très élevée, qui récupère quasiment l'investissement initial et permet de réinvestir dans le recrutement qui ferme la révolution côté défensif.